On passe parfois devant certains lieux sans vraiment connaître les personnes qui les font vivre. Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'image à Épinal. Un lieu connu bien au-delà des Vosges. Mais derrière ces murs, il y a des gens qui consacrent leur vie à préserver des histoires, des images et une mémoire. Alors aujourd'hui, on est au musée de l'image à Épinal avec Aude, Oui. C'est ça. Vous faites quoi ici? Alors, Votre rôle à vous, hein. Mon rôle à moi, donc je fais déjà partie d'une équipe de 16 personnes, donc mon rôle à moi, il est vraiment, c'est qu'une partie des actions faites par le musée. Moi, je suis responsable du service des publics. Ça veut dire qu'avec l'équipe de médiateurs, on va accompagner les visiteurs dans leur découverte du musée. On va inventer pour eux des activités, ça peut être un carnet d'exploration, des jeux dans l'espace famille ou dans les salles, ça peut être aussi des événements qu'on va proposer à certains types de publics. On va essayer de faire des choses pour que chacun se sente à l'aise dans son parcours et trouve des sujets qui l'intéressent et soit aussi confiant devant les images. Parce que pour notre rôle, c'est aussi beaucoup de rassurer les gens et de leur dire « vous inquiétez pas, ça va bien se passer, le musée, ça fait pas mal, on peut discuter de tout et il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance énorme sur le sujet pour découvrir et interpréter nos collections. » D'accord. Quand on travaille ici tous les jours, est-ce qu'on finit par voir les choses différemment? Oui, et c'est à chaque fois des découvertes. Moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille au musée. Et au musée, il y a le parcours permanent où on raconte un peu l'histoire, les fonctions de l'image populaire, ce qui est dans nos collections. Mais il y a aussi les expositions temporaires. Et en fait, à chaque exposition temporaire, c'est une complète redécouverte. J'ai dû m'intéresser à des sujets hyper différents. On a eu une exposition sur les loups, j'ai dû découvrir la vie et le mode de vie des loups. On a eu une exposition sur les illusions d'optique, donc j'ai dû apprendre avec l'équipe des mots imprononçables tels que phénakistiscope et stéréoscope et bidulscope. C'est pas un vrai mot ça. Et dernièrement, on a une exposition sur un artiste belge, Frans Mazerel. Et pareil, c'est découvrir tout l'univers d'un artiste, donc on est toujours en train d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses et d'essayer de le transmettre le mieux possible à nos visiteurs. Qu'est-ce que les gens ressentent généralement quand ils découvrent le musée? C'est beaucoup de l'étonnement de voir la variété des collections. On a près de 110 000 images dans le musée. Alors le visiteur ne les voit pas toutes, hein. Il y en a beaucoup en réserve, mais c'est quand on pense images populaires, déjà on pense images d'Épinal. Il n'y a pas eu que des centres imagiers à Épinal. Et souvent, les visiteurs sont étonnés de voir qu'on parle aussi bien, de figures religieuses que de figures de pouvoir. Il y a beaucoup d'historiettes pour enfants qui sont très drôles. Il y a aussi des images de construction, il y a des images étrangères qui nous font découvrir des cultures complètement différentes et une esthétique différente. Il y a ce côté, je m'y attendais pas. Donc ça, c'est assez chouette de voir cette impression d'étonnement de la part des visiteurs qui vont aller au-delà que de leur idée première de je vais voir que des images de Napoléon et des devinettes, qui sont très bien, mais il y a d'autres choses à voir aussi dans le musée. Est-ce qu'il y a un endroit qui vous touche personnellement, vous, ici dans ce musée? Alors peut-être que c'est dans l'exposition permanente, c'est peut-être la partie dédiée aux imageries pour enfants, où il y a plein de choses à interroger. C'est hyper riche en illustrations. On voit des constructions de bateaux, on voit des constructions d'hélicoptères, d'avions, pardon. On voit des abécédaires illustrés, des jeux de loi. C'est vraiment de voir comment, 19e siècle, il y a des jeux qui ont été inventés pour eux, qui restent quand même très genrés. Il y a les poupées habillées pour les petites filles, les soldats à découper pour les garçons. Et dans cette zone-là, il y a vraiment le côté nostalgique aussi de certains visiteurs qui se livrent un peu plus sur leur propre image. En plus, c'est à la fin du parcours, donc on a déjà fait connaissance avec nos visiteurs, s'ils viennent en visite guidée et en groupe, bien sûr. Et là, c'est le moment où on a un peu plus d'échanges personnels, où chacun va nous raconter son souvenir de l'image qu'il avait petit ou qu'il a retrouvé dans le grenier de chez je sais pas qui de sa famille. Vous êtes vraiment intéressé par le côté
histoire de l'image, quoi. Même C'est vous, ça. personnellement. c'est Oui, vraiment, oui. Alors moi, je viens pas du tout du domaine. J'ai plutôt eu une formation dans l'art contemporain, l'histoire de l'art en général. Et c'est vrai que j'ai moi-même eu cette première découverte en arrivant ici, de me dire à quelle thématique je vais être confrontée, comment je vais m'emparer de ces images-là dont je ne connais absolument rien. Et en fait, ça fait plus de 10 ans que j'apprends encore et que je découvre encore de nouveaux trucs et que je m'étonne, comme je l'espère, les visiteurs. Et concrètement, votre travail, une journée avec vous, c'est quoi? Une journée ne ressemble jamais à une autre, heureusement. Il y a beaucoup d'administratifs. C'est vrai, quand on pense médiation, faire le lien avec le public, on se dit que c'est du personnel qui est toujours en salle. Mais en fait, il y a toute la phase aussi de conception en amont. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est avant chaque nouvelle exposition. C'est plonger dans une thématique que je connais pas. La prochaine, c'est sur la mer. Très sincèrement, moi, les différents étages de la mer, la biodiversité des fonds marins, les divinités à travers le monde, les naufrages, la littérature des pirates, c'est des choses que je connaissais pas du tout il y a encore 3 mois. Et ça fait quelques temps là que je m'y attelle. Donc une journée, ça peut être vraiment de la recherche pour nourrir un peu la réflexion. Ça peut être de l'administratif pur et dur, prendre des coups de fil des groupes, gérer les réservations, préparer leur accueil au mieux. Et heureusement, il y a aussi une grande part de contact avec le public et c'est pour ça que je pense que notre métier, c'est le meilleur du monde parce qu'on est à la fois dans la conception, la recherche, le contact avec le public, la concrétisation de nos idées et on a le retour aussi du public. Enfin, on voit vraiment toute la chaîne qui se déroule devant nos yeux et on capte aussi très vite si à un moment on s'est un peu planté, si peut-être il faut réenvisager un petit peu les choses. Donc pas de journée type, mais plein de temps différents de recherche, d'écriture, de conception, de discussion avec des gens, de rencontres. Donc si on fait un top 3, le top 1 c'est préparer les expos. Le 2, c'est la rencontre avec le public, Oui. et le 3, administratif. C'est ça. Après, j'aime bien les tableaux Excel, donc ça m'embête pas. Ouais. Voilà, on vient de la faire. C'est quoi une journée normale au musée avec vous? Il n'y a pas de forcément de... Pas de normalité. Après, j'ai la chance aussi de travailler avec une équipe de 2 médiatrices où on collabore depuis quelques années ensemble. Et c'est aussi trop bien de travailler en groupe et de se laisser pousser des idées, des envies. Parfois, ça va être des discussions un peu informelles de « tiens, j'ai vu une expo » ou « tiens, t'as vu cette image, cette nouvelle image dans la permanente, elle vient d'arriver, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et des fois, il y a des idées qui émergent comme par hasard dans les discussions. Donc, c'est bien aussi d'avoir des surprises comme ça dans nos journées. Donc pas de journée normale, une accumulation de petites surprises. Il y en a des un peu plus dures que les autres, mais c'est plutôt des bonnes surprises généralement. Vous avez toujours aimé cet univers-là ou c'est venu un peu plus tard? J'ai toujours aimé le dessin, l'image. A priori, je m'en souviens pas, mais même toute petite, je dessinais des trucs. Et mes parents m'ont soutenue aussi dans ma formation artistique, où j'ai pu suivre des études à l'école des Beaux-Arts à Metz, dans l'idée de découvrir un peu la vidéo, le dessin, la gravure, l'installation, les performances, enfin tous les moyens d'expression. Et c'est au cours de ces études, donc j'étais déjà majeure, que je me suis vraiment découvert une passion pour ce qu'on appelle la médiation. Donc pas avoir une posture de créateur, d'artiste, mais plutôt être vraiment l'intermédiaire entre l'artiste, le public et le discours de l'image et créer du lien entre ces éléments-là. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment dans l'imagerie d'Épinal? Pas l'imagerie, le musée d'Épinal du coup. Comme je disais, c'est cette variété des expositions, ces petites surprises de passer d'une exposition sur Posada, un graveur mexicain, à une exposition sur les illusions d'optique, puis une exposition sur les icônes. C'était génial comme exposition. On partait des icônes religieuses et on finissait avec Mohamed Ali, avec des figures pop, et de voir qu'en fait, cette imagerie ancienne, qui peut paraître un peu lointaine de notre quotidien,
en fait, il y a toujours des liens à faire avec des images d'aujourd'hui. Parce que nos images d'aujourd'hui, elles ont encore les mêmes fonctions que ces anciennes images imprimées sur papier. Ça peut être purement décoratif, on peut s'informer, on peut se divertir, on peut s'éduquer. Il y a toujours des messages qui sont transmis. Donc je crois que c'est ce que j'aime dans ces collections-là, c'est le fait qu'elles peuvent encore nous parler aujourd'hui et qu'on peut faire des liens entre une image populaire du XVIIIe siècle et une affiche de cinéma, par exemple. Vous préférez plus une image illustrée ou une photo? Parce que c'est peut-être deux mondes différents, mais ça se ressemble un peu aussi. Alors ça se ressemble effectivement parce qu'il y a tout le côté description. Une image, peu importe si c'est de la photo, de la vidéo, de la gravure, du dessin, de la peinture, c'est une image à décrire, à découvrir, on entre dans un univers. Après, ce qui est chouette aussi au musée, je pense, c'est que justement on fait le lien entre l'image imprimée populaire 17e, début 20e siècle et de l'art contemporain avec de la photographie. Et on voit que les images, elles se répondent, elles dialoguent. Il y en a une qui va raconter une histoire, la photographie à côté, elle va rebondir. Et en fait, elles vont vraiment nous permettre d'interpréter différemment les choses. Donc, personnellement, je n'ai pas de préférence entre des techniques. Ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce que ça raconte, quoi. Oui, j'en vois une là, c'est une photo avec des images derrière, c'est sympa. Hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que les visiteurs ne voient jamais derrière ce musée? Alors, tout le travail qui est fait en amont des expositions, mais c'est pas forcément mal, hein. C'est comme le patinage artistique et tous les sports, il ne faut pas qu'on voit la souffrance derrière et le labeur. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de travail de préparation. On a la chance aussi au musée d'avoir une collection assez conséquente, hein, d'images imprimées et d'avoir toute une équipe de personnes qui vont travailler à leur conservation et à leur restauration. Donc ce que le visiteur ne voit pas forcément, ce sont toutes ces petites mains, tous ces petits cerveaux qui vont étudier les images en amont dans les bureaux ou dans les réserves. Les réserves, le visiteur ne les voit pas non plus. Et ce service-là va gérer ce qu'on appelle la conservation préventive des images. C'est-à-dire qu'une image, une fois qu'elle rentre dans les collections du musée, déjà on y fait très attention et on doit la protéger de tout ce qui peut l'abîmer. La poussière, la chaleur, la lumière, l'humidité. Et on a une personne dans notre équipe qui est restauratrice et qui va parfois nettoyer et faire des petites restaurations sur les images pour leur redonner de la lisibilité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'amuser à recoloriser l'image comme elle était à l'époque. Elle va juste essayer de la consolider, de la nettoyer pour qu'elle ne s'abîme pas plus que son état actuel. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de fond, de recherche, de conservation que le visiteur n'a pas forcément l'occasion de découvrir parce qu'on a des espaces de bureaux qui sont à distance, enfin à côté des espaces d'exposition. Donc petit travail de coulisses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, donc les images elles sont changées régulièrement pour ne pas les abîmer. Oui, dans le parcours permanent qui porte pas si bien son nom que ça finalement, toutes les images sont changées tous les 6 à 8 mois parce que même si dans un musée de l'image ou n'importe quel musée, on fait toujours très attention à la luminosité, à l'hygrométrie, c'est l'humidité, ou la température, une image ne peut pas être exposée plus d'un certain temps. Et la règle, c'est que si une image est exposée pendant un mois, il faut qu'elle reste ensuite pendant 1 an en réserve. D'où l'intérêt pour nous d'avoir un fonds extrêmement important pour pouvoir changer les images dans la permanente. Alors parfois, le visiteur ne va pas s'en apercevoir parce qu'on a plusieurs exemplaires de la même image. Donc on va remplacer, je vois le portrait de Sophie, le portrait de Sophie qui est juste devant mes yeux, que vous ne voyez pas. Mais on a plusieurs exemplaires de cette image. Donc un portrait de Sophie va être remplacé par un autre portrait de Sophie. Mais quand il n'y aura plus de Sophie, on va passer à un portrait d'un autre personnage de fiction. Sophie n'existe pas. D'accord. Du coup, il y a beaucoup de travail pour conserver tout ça alors. Beaucoup de travail et beaucoup de travail qui est aussi
plus intense au moment de la préparation des expositions. On a parlé du service conservation, du service des publics, mais on a aussi des commissaires. Alors le commissariat, c'est l'action qui consiste à choisir les images d'une exposition, à les mettre dans un certain ordre pour créer un parcours pour le visiteur. Et donc choisir les images dans nos collections, qui sont toujours souvent le point de départ, mais aussi demander des œuvres, des objets du patrimoine à d'autres structures. Et donc ça, c'est un gros travail de préparation qui est réalisé parfois 1 an avant que l'exposition soit mise en place. Et il y a une autre partie aussi, c'est tout ce qui est graphisme et communication et scénographie. J'emploie plein de termes bizarres, pardon. La scénographie, c'est la mise en scène, le décor des expos. Donc quand le commissaire a choisi ses images, a fait son parcours, il va travailler avec une collègue qui va, avec le ou la commissaire, travailler sur la couleur de mur, l'emplacement des mobiliers, l'apparence des mobiliers, les signes graphiques. Ça paraît tout bête, mais on n'utilise jamais la même écriture d'une exposition à l'autre. Ce qu'on appelle la police d'écriture, la typographie, elle va être choisie en fonction du thème. Donc avec, en fonction de la thématique, le cirque, les icônes ou la prochaine la mer, on ne va pas écrire de la même manière les textes sur les murs. Enfin, faire imprimer, on ne va pas les écrire nous-mêmes, on va faire imprimer les textes de la même manière. Et tout ça, le visiteur n'en a pas forcément conscience. C'est pas grave du tout, c'est l'idée juste que ça l'accompagne au cours de son parcours et qu'il soit dans une ambiance colorée, une ambiance esthétique et une ambiance sonore et vidéo parfois. On a aussi un collègue qui gère toute la partie multimédia du musée, qui va travailler aux installs vidéo et au son dans les expositions, mais qui va aussi s'amuser à partir de nos collections pour animer, donner vie à nos images. Donc, un petit peu de placement de produits de communication. Musée de l'image, c'est aussi des réseaux sociaux. On a Facebook et Insta sur lesquels vous pouvez trouver bien sûr l'actualité du musée, mais aussi des petits échantillons de collection. On a toutes les semaines des publications qui sont faites et parfois ces publications sont des films d'animation réalisés à partir de nos images et en fonction de l'actualité des saisons. D'accord. Est-ce que vous pensez que les gens s'intéressent encore à tout ça? J'espère. Sinon, je le souhaite, je l'espère, je le crois. Je ne sais pas quel verbe employer. En fait, vous faites tout pour... On fait tout pour. Après, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Et j'entends tout à fait qu'il y ait des personnes qui n'éprouvent pas le besoin de visiter des sites patrimoniaux ou des musées. Mais je sais aussi que ce terme fait encore un peu peur. Ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression, avec le temps. Mais quand on parle de musée, on a la sensation parfois que c'est quelque chose qui est statique, qui est triste, où ça va être très compliqué de regarder les choses. Et vraiment, j'invite chacun à se faire confiance, à tester. Après, il y a des musées de tout et n'importe quoi. Il faut peut-être trouver le musée qui nous ressemble. Et puis, de temps en temps, avoir la curiosité d'y aller pour vérifier par soi-même et trouver l'opportunité aussi en lien avec une exposition temporaire. Je sais pas, moi, si les visiteurs, ils adorent les mondes sous-marins et les bateaux, ils se disent « Ah, il y a une exposition sur ce thème-là, allez, je tente ma chance, j'y vais », puis ils se laissent après bercer, porter. Et il y a aussi des événements au niveau national qui sont organisés tous les ans. Il y a la Nuit des musées, qui vient de s'écouler, là on est en mai, où il y a les Journées du patrimoine aussi, le 3e week-end de septembre. Ça peut être des occasions où il y a pas trop d'enjeux. Voilà, faites un tour, tentez, vous serez surpris, vous serez déçus. Ça arrive, on ne réagit pas tous de la même manière devant les expositions et c'est pas plus mal d'ailleurs, on n'est pas des robots. Mais voilà, trouver ces occasions-là pour aller faire un tour. Puis si les visiteurs, ils restent que 20 minutes et pas 2 heures, c'est pas grave. Voilà, s'immerger un peu dans ces espaces. Et pour finir sur ces opportunités, Nuit des musées, Journée du patrimoine, il y a beaucoup de lieux qui, et on en fait partie,
prévoit des activités, des animations en plus qui peuvent aussi être des entrées un peu plus événementielles. Ouais, on va avoir des démonstrations techniques, des ateliers, des visites guidées, des rencontres avec les coulisses du musée parfois. Donc ça peut être de bonnes occasions pour visiter un peu les lieux culturels qui nous entourent. Je sais qu'on le fait plus en vacances qu'au quotidien, mais voilà, faut pas s'en empêcher, faut pas se forcer non plus. Est-ce que vous mettez un peu de digital dans le musée? On va dire tablette ou des choses comme ça? Alors on a des éléments en vidéo qui viennent accompagner aussi les parcours. On a des éléments audio, enfin des vidéos qui peuvent aussi être téléchargées tout au long du parcours pour accompagner le visiteur. Donc c'est accessible via des flashcodes où le visiteur va pouvoir avoir une explication un peu générale sur une zone et après appréhender tout seul avec fort de ces quelques clés de lecture, appréhender cette zone. On n'a pas vraiment développé le numérique parce que ce sont des outils qui sont sympas mais qui coûtent cher et qui sont très vite dépassés. Et donc on n'est pas trop allé sur le terrain là. Et puis je sais qu'il y a un peu une mode aussi du numérique dans les musées. Parfois c'est hyper bien fait, mais parfois clairement c'est gratuit et on voit que les visiteurs ne sont que sur leur objet numérique et ne regardent plus ce qui les entoure. Donc il faut trouver la juste dose entre le numérique qui est utile, qui accompagne, et éviter le numérique qui prend le pas sur l'expérience directe du visiteur face à une œuvre, à une image imprimée, peu importe. C'est vrai qu'il y a sur certains musées, en fait, on flash et après on a toute l'histoire comme ça, il y a 1, 2, 3, oui. Du coup ça serait le boulot du commissaire? Ça, ce serait plutôt une collaboration entre le service conservation et le service médiation. Okay. C'est dès qu'il y a du contenu, nous on va partir des recherches du service conservation, mais on ne va pas faire sans eux. On va toujours vérifier qu'à force de remaniement et de raccourcis, on ne raconte pas des bêtises. Donc on va vraiment travailler toujours ensemble. D'accord. Si vous deviez expliquer à un enfant ce que c'est une image d'Épinal, vous diriez quoi? Qu'une image d'Épinal, c'est une image imprimée en centaines de milliers d'exemplaires à Épinal, et qu'en fait, cette image d'Épinal, elle peut aussi venir de Pont-à-Mousson, de Nancy, du Japon, du Mexique, peu importe. Dans tous les pays du monde, il y a eu des images imprimées qui n'étaient pas trop chères à acheter et que les gens pouvaient accrocher très facilement chez eux pour décorer, apprendre, se divertir. Okay. Je le dirais en phrase plus courte quand même, parce que si c'est un enfant, je ferai des petites phrases découpées. Qu'aimeriez-vous que les visiteurs retiennent en repartant du musée? Ce qu'ils veulent, ce qui les a le plus touchés. Il y en a qui vont être plutôt intéressés par les images de pouvoir et toute la mise en scène, la composition des figures historiques. Il y en a qui vont être touchés plutôt par des images qui abordent des thèmes de société. On a des images des degrés des âges où c'est toujours assez drôle quand le visiteur les découvre parce que forcément il essaye de se placer sur les marches de l'escalier pour savoir où il se situe un peu dans la vie. Vraiment, je pense que c'est propre à chacun. Moi, j'ai pas de prétention à dire il faut qu'ils retiennent ça. L'idée, c'est plus qu'ils se laissent bercer et qu'ils s'étonnent voilà, d'une chose ou d'une autre, mais voilà, qu'ils passent un bon moment aussi. C'est plus ça. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais comment le musée fait face à un nouveau public, nouvelle génération, genre IA, tablette, etc. Comment le musée s'adapte un petit peu à tout ça? Alors on est présent sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas passé le cap de TikTok. Je suis désolée, je pense qu'on ne le passera pas parce que c'est un vrai univers particulier où il faut avoir les codes, il faut pouvoir réagir très très vite. Donc on est plutôt sur les réseaux sociaux des tranches d'âge du dessus, voilà, Insta et Facebook. Après, on y est très attentif.
On est attentif à tout ce qui se passe en IA. On l'utilise aussi au cours de nos recherches. Nous, on le considère vraiment comme un outil de base quand on veut en savoir plus sur une personnalité historique. On va de temps en temps consulter l'IA pour voir ce qui nous donne comme information. Des informations bien entendu qu'on recroise toujours avec d'autres sources pour être sûr. Donc on reste attentif à ces nouvelles pratiques. On se pose la question aussi de l'image populaire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce ne serait pas justement ces mèmes, ces images qu'on peut trouver sur les réseaux qui, comme les images papier du 19e, sont diffusées au plus grand nombre et qui font partie du quotidien. Après, il y a juste la question du temps. Aujourd'hui, les images numériques, c'est vraiment de l'hyper éphémère. Et donc, ça va peut-être moins être ancré après dans les souvenirs des gens. Contrairement aux images anciennes où vraiment ça faisait partie de leur quotidien, ils les voyaient, ils les revoyaient et ils les connaissaient par cœur. Mais on se pose vraiment la question de l'image numérique, du numérique dans nos espaces. Mais c'est vrai, comme je vous le disais, ce sont des dispositifs qui sont vite dépassés et on aurait à peine le temps de les fabriquer, de les concevoir correctement qu'au bout de 2 ans, le truc il serait déjà caduc et il faudrait recommencer. Donc ça prend beaucoup de temps pour traiter ce sujet-là. Donc on essaye par petites touches, de la vidéo, de l'image animée, mais on n'est pas encore dans des choses interactives avec le public. Est-ce que les images sont numérisées ? Oui, tout à fait. Donc comme quoi le numérique était là depuis le départ. Effectivement, pour conserver une telle collection qui se trouve en réserve, dans des emballages qui, on dit qu'ils sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas abîmer l'image par contact. Tout ça se trouve dans des réserves. Et quand on veut faire des recherches sur nos images, on ne va pas s'amuser à aller en réserve tous les 4 matins, ouvrir les tiroirs, manipuler les images, ce serait risqué pour elles. Donc il y a une campagne depuis le début de numérisation, de photographie de ces images-là. Mais figurez-vous que ce n'est pas fini. Parce que 110 000 images à photographier et à inventorier, ça prend du temps. Donc bien sûr, chacune a son numéro d'inventaire propre, c'est comme une sorte de carte d'identité. Mais toutes n'ont pas encore ne sont pas encore passées sous les mains de la photographe qui va venir les enregistrer après au fur et à mesure sur un logiciel qu'on utilise en interne et qui nous permet de faire des recherches rapides quand on veut traiter un sujet ou un autre, ou quand on a besoin d'une image de détail particulier. Je pense à mon collègue du multimédia ou à nous au service des publics. Parfois, on a des petits spasmes, des envies de « tiens, j'ai besoin d'une image d'une girafe ». Donc, dans le logiciel, on va taper « girafe » et on va voir combien il y a d'images de girafes dans nos collections. Et on va pouvoir utiliser après cette matière pour en faire autre chose, du numérique ou de la médiation. Du coup, c'est pas mal de numériser parce que même si c'est plus sur papier, ça reste quand même là, quoi. Oui, puis ça protège, ça fait trace, ça nous permet de suivre aussi l'évolution de l'état de l'image. Il y a une collègue qui est en charge du récollement. En plus de l'inventaire, en fait, comme on a le musée de l'image, c'est un musée de France, tous les 10 ans, on doit faire une opération de récollement. Ça veut dire vérifier que l'image qui a été inventoriée 10 ans auparavant est toujours là, est toujours en bon état, qu'il n'y a pas eu d'imperfection, qu'il n'y a pas eu de dégradation. Donc c'est un peu un cercle sans fin. On inventorie, on récolte, on essaie de photographier et c'est pour ça qu'on est... On n'est pas moins de 16 à travailler au musée avec ce service conservation, la com, le graphisme, le service des publics et bien entendu toute une équipe d'agents d'accueil qui s'occupe de la billetterie et qui vient renseigner le visiteur à son arrivée sur les espaces en cours et lui donner quelques informations sur les collections. Super, moi j'ai pas forcément plus de questions que ça. Vous avez quelque chose à rajouter ou j'espère que j'ai pas parlé trop vite. C'est un peu, j'ai toujours beaucoup de choses à dire et envie de partager. Et
J'invite tout le monde à tenter sa chance dans un musée, que ce soit le musée de l'image ou un autre lieu des collections, et à se laisser surprendre. Et sachez que dans tous les lieux d'exposition, dans tous les musées en tout cas, il y a toujours un service des publics, pédagogique, éducatif, peu importe comment il s'appelle, qui est là aussi pour accompagner le visiteur et créer des petits outils. Nous, on a des carnets d'exploration, on a une escape box dans la salle permanente pour les ados et les adultes qui veulent jouer ensemble et résoudre des énigmes. Enfin, on essaye vraiment de rendre la découverte ludique et d'accompagner, je l'ai dit je pense 10 fois, d'accompagner les visiteurs sur le site. Super, merci bien. Merci à vous.